become death, the destroyer of worlds. Je suis sûr à 100% que comme moi, vous avez vu passer sur internet des espèces de robots automatiques capables de tirer tout seuls sur des gens, notamment en Chine ou des trucs comme ça. Je mettrai 2-3 images comme ça pour que vous ayez une idée. Eh bien aujourd'hui, c'est le sujet que je voulais développer avec vous, c'est ces robots capables de supprimer la vie, de prendre des décisions complètement incroyables, c'est-à-dire de tirer sur quelqu'un ou de pas tirer sur quelqu'un, notamment grâce à l'intelligence artificielle qui se développe à mort. Et c'est un sujet qui est complètement fou, parce qu'en ce moment, il se passe des choses dingues à ce niveau-là. On est en train de fabriquer des machines qui vont vraiment gérer la population. Le T-1000, le Terminator, on y est. Sarah Connor. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, les amis, nous allons voir justement tous ces robots tueurs automatiques qui sont développés, qui existent. Comment on en est arrivé là? Où est-ce qu'on va aller? Pourquoi tout ça, finalement? Mais également, comment tout cela va se terminer? On est à un moment de l'humanité où, littéralement, on met à disposition de machines le droit de vie ou de mort sur des humains. C'est quand même assez incroyable. Voyons ça de plus près. Donc les armes autonomes, elles représentent la troisième grande évolution dans l'histoire, notamment après l'invention de la poudre à canon et des armes nucléaires. L'évolution des technologies militaires, des mines terrestres ou missiles guidés, eh bien ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend et de ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, comme vous le savez, parce que vous en entendez parler tout le temps de ce truc, eh bien on est au seuil d'une nouvelle ère, et cette ère, c'est celle des armes véritablement autonomes, capables de prendre des décisions toutes seules, de supprimer la vie si elles le souhaitent. Ces systèmes, ils seraient capable de mener à bien tout le processus de combat, depuis la détection d'une cible jusqu'à la décision d'attaquer et l'élimination d'un être humain, comme je vous l'ai dit, sans aucune intervention humaine. Évidemment, face à cette réalité absolument flippante, vous avez toute la communauté internationale qui commence à réagir et à se positionner, parce que il se passe des choses, ça devient grave. Quand on vous dit que les films de science-fiction finissent par arriver, regardez, Terminator, on y arrive. Sarah Connor. C'est à côté. iRobot, le film. Regardez ce qu'il va faire Elon Musk, les robots. On y arrive, les gars. Sommes-nous donc aux prémices du soulèvement des machines ? Il faut savoir que le développement très rapide de l'intelligence artificielle dans les armes, dans le domaine militaire, il a connu très récemment un ralentissement très profond. Parce que vous avez des responsables civils et militaires qui ont exprimé leur inquiétude concernant les dangers des potentiels robots tueurs. Il y a eu un petit stop qui a été mis à tout ça parce que ça commençait vraiment à partir en cacahuète. Dans un contexte où l'intelligence artificielle connaît un essor absolument fulgurant, comme vous le savez, et où les conflits mondiaux attirent l'attention des investisseurs sur des technologies de défense, une importante réunion internationale qui s'est tenue. La conférence de Vienne sur les systèmes d'armes autonomes a rassemblé 144 pays et près de 1000 délégués au palais de Hofburg. L'objectif, il était de discuter des défis posés par ces nouvelles armes à travers une série de discussions de haut niveau. On a conclu que ça devenait extrêmement dangereux pour la population mondiale. Et il faut savoir que ces armes autonomes, elles sont déjà évidemment utilisées sur les champs de bataille, notamment en Ukraine. Et grâce à l'analyse de grandes quantités de données et l'utilisation de drones, ces systèmes militaires aident à choisir leurs cibles. Vous avez certaines munitions qui sont même capables de frapper sans intervention humaine directe. Au Royaume-Uni, par exemple, vous avez le ministère de la Défense qui travaille sur plus de 200 projets d'IA visant à développer des armes, y compris des robots tueurs avec ou sans contrôle humain. Ces informations, elles proviennent de documents obtenus grâce à une demande d'accès à l'information de la population ou de journalistes. Cependant, malgré des promesses de transparence, de nombreux détails restent évidemment ultra confidentiels, mais ces projets, ils continuent d'avancer et d'être développés sans l'éthique qui était obligatoire. C'est souvent comme ça, les projets, les mecs en ont rien à foutre, ils continuent de faire. C'est comme les armes biologiques, et on disait non, faut pas faire. Il y en a plein qui développaient des saloperies dans des labos P4, on le sait. Vous avez Drone War UK, qui est un groupe indépendant qui surveille le développement des nouvelles armes, qui a publié une liste de ses projets d'intelligence artificielle. Elle comprend des programmes pour les 3 branches des forces armées britanniques, l'analyse du renseignement et les essaims de drones. Parmi les projets majeurs figure le futur Combat Air System, qui inclut l'avion Tempest. Vous avez l'Arabie Saoudite qui est très intéressée par ce projet justement, mais également de nouveaux satellites espions et des sous-marins sans équipage. Déjà que je trouve que les sous-marins font peur, mais alors imaginez des sous-marins comme ça, avec personne dedans, avec des missiles nucléaires comme ça. Bon, selon Drone Wars, l'objectif principal est de développer des systèmes autonomes alimentés par IA pour le champ de bataille, avec une utilisation importante de drones aériens, maritimes
et terrestre. Les PDG de Drone Wars, ils soulignent certains risques, par exemple que les armes contrôlées par ordinateur, même supervisées par des humains, eh bien elles présentent un risque très élevé de pertes civiles en raison de la rapidité et de leur fonctionnement, mais également des difficultés à comprendre leur processus de décision, qui finalement est tellement complexe qu'il en devient opaque. En gros, vous avez les PDG d'une société qui développe des intelligences artificielles qu'on intègre dans des armes, qui dit que on a du mal à comprendre les décisions des machines parfois. Le T-1000, tout ça, on y est. Sarah Connor. Oui. Pas tout à fait, évidemment, j'en fais un peu des caisses. À noter que la perte de civils causée par des intelligences artificielles intégrées dans des armes, eh bien, elle est considérée comme acceptable en politique internationale. Par exemple, pour le dôme de fer, qui parfois va tuer des civils qui n'ont rien demandé, ça permet de protéger une zone, mais parfois, voilà, il y a des erreurs et donc il y a des pertes. C'est toujours une question de bénéfice-risque, hein. C'est comme un médicament, finalement. Est-ce que le médicament va plus vous abîmer que vous sauver? C'est ça la question. Et c'est pareil pour les armes. Lors d'exercices militaires avec le Cambodge, l'armée populaire de libération de Chine a présenté un chien robot équipé d'un canon fabriqué par la société chinoise Unitree Robotics. La Russie a également exposé un chien robot modifié de Unitree Robotics qui avait été rebaptisé M81 et équipé d'un lance-grenade propulsé par fusée. Maintenant, vous avez des chiens avec des lance-roquettes qui envoient des missiles, les gars. On est au-delà du jeu vidéo. Et tout ça, c'était lors d'une foire d'armement près de Moscou en 2022. Dans ces exercices, les chiens étaient accompagnés d'un aéronef armé de manière similaire et tous deux travaillaient aux côtés d'un soldat humain pour des assauts urbains. A noter que Unitree Robotics, donc cette société qui développe ce chien bazooka, vend son modèle 1600 $ à l'armée chinoise, ce qui est rien du tout. Évidemment, cette société, elle nie totalement vendre directement ses produits à l'armée, et on sait pas vraiment comment l'armée se le procure. Bon, en gros, ils se le vendent, mais ils le disent pas. Le concept de chien robot armé rappelle les développements antérieurs par des entreprises comme Boston Dynamics, auparavant une filiale de Google, connue pour ses liens avec l'armée américaine. Vous connaissez Boston Dynamics, qui avait développé Big Dog, qui est un chien robotique, envisagé comme un potentiel animal de meute mécanique pour l'armée. Depuis, l'entreprise, elle a changé de propriétaire plusieurs fois, et bien qu'elle ait toujours des liens avec le secteur militaire, ne s'est pas engagée à armer activement ses robots. En 2021, Ghost Robotics, donc une autre société, elle a présenté un chien robot qui s'appelle le Vision 60, qui est armé d'un pistolet personnalisé construit par Sword International. Et en 2023, l'armée américaine a confirmé qu'elle étudiait activement l'utilisation de ce type de système sur le terrain. En 2022, la Chine a également montré un autre robot transportant des armes, tout ça largué dans un centre d'entraînement par drone. Donc vous avez des robots qui lâchent des robots armés pour attaquer d'autres robots. Bien que le gouvernement affirme ne pas posséder d'armes entièrement autonomes et ni avoir l'intention d'en développer, tous les projets incluent des technologies pouvant être utilisées dans un tel système. De plus, le Royaume-Uni ne soutient pas la proposition de l'ONU visant à les interdire. Donc on est encore une fois dans une hypocrisie totale. Les mecs ils font genre non, on va pas développer de robots tueurs, mais derrière ils sont en train d'en fabriquer. Enfin vous voyez, c'est toujours pareil. Les drones armés comme le Predator ou le Reaper de l'US Air Force sont des avions sans pilote équipés de missiles ou de bombes. Ils sont conçus pour des missions de reconnaissance et de frappe précises, opérant dans des zones où l'engagement de pilotes humains serait extrêmement risqué. Le système de défense aérien autonome comme le Pantsir S-1 russe sont des plateformes terrestres ou navales équipées de canons ou de missiles capables de détecter, suivre et abattre des aéronefs ennemis sans intervention humaine, du moins sans intervention constante. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment autonomes, ils visent dans le ciel, ils voient un truc, ils tirent. Le Pantsir S-1, il utilise des capteurs avancés et des systèmes de suivi automatisés pour réagir rapidement aux menaces aériennes et protéger des cibles contre les attaques aériennes, mais également il arrive à cibler des missiles de croisière. Et enfin, vous avez des systèmes de tourelles téléopérées comme la russe O-220M. Elle est montée sur des véhicules blindés, elle permet à des opérateurs de viser, de tirer sur des cibles à distance. Évidemment, ça minimise l'exposition au danger pour l'équipage tout en offrant une capacité de tir précise et efficace sur les champs de bataille. Mais là, il y a une intervention humaine, donc on est un petit peu hors sujet. Vous avez le drone Harpy israélien qui, par exemple, est programmé pour voler vers une zone cible spécifique, repérer des objectifs désignés et les détruire en utilisant une ogive hautement explosive connue sous le nom de Fire and Forget. Vous avez un court-métrage un peu dystopique qui s'appelle Slug Airbot qui montrait quelque chose qui a dépassé la fiction. Dans ce film, vous voyez des drones de la taille d'un oiseau à peu près qui sont capables de traquer activement une personne spécifique, donc qui a été ciblée, et de tirer une petite charge explosive à travers son crâne. Ces drones, évidemment, ils volent de manière totalement autonome et ils sont trop petits et trop rapides pour être attrapés. Et comme je vous l'ai dit,
ces drones ont dépassé la fiction puisqu'on en a fait en vrai. Vous avez un tel drone qui a presque failli tuer le président du Venezuela en 2018 et pourrait aujourd'hui être assemblé par un amateur expérimenté pour moins de 1000 $. Toutes les pièces nécessaires sont disponibles à l'achat en ligne. Et les technologies open source nécessaires sont téléchargeables gratuitement. Donc aujourd'hui, à peu près n'importe qui peut fabriquer un petit drone totalement autonome qui va aller fusiller quelqu'un. Faut savoir souder quand même un petit peu. Bon, on va pas se mentir. Souder, coder, la mécanique un petit peu, voilà. Faut pas être trop nul. Mais si vous avez des gens un petit peu motivés avec un peu de cerveau, on peut faire des choses mauvaises assez facilement. Et c'est aussi pour ça que c'est important de développer de la défense assez rapidement parce que maintenant, tout le monde peut le faire. L'IA, elle est également utilisée pour traiter des grandes quantités de données. C'est pas que pour tuer directement des gens. Mais cette IA qui va récupérer des données dans cette masse d'informations, après, elle va permettre de cibler des gens. Donc c'est encore plus sournois que simplement des machines avec un gun accroché avec de serflex. L'IA, elle est capable de faire beaucoup de choses. Ces robots tueurs deviendront non seulement plus intelligents, précis et rapides et abordables, mais ils vont acquérir également de nouvelles capacités telles que la formation, dessin avec coopération et redondance. C'est-à-dire des groupes entiers de robots qui vont être capables de communiquer entre eux, les rendant presque invincibles dans leur mission. Par exemple, un essaim de 10 000 drones capables de détruire une demi-ville pourrait théoriquement coûter aussi peu que 10 millions de $. 10 millions de $, je rappelle que c'est à peu près l'argent que peut avoir vos youtubeurs préférés sur leur compte bancaire personnel. Autant vous dire que c'est rien du tout. Certains défenseurs vont soutenir que les robots tueurs ne sont pas dénués d'avantages. Ils pourraient même sauver des vies de soldats si les combats sont menés par des machines. De plus, sous le contrôle d'un militaire responsable, elles pourraient aider à cibler uniquement les combattants ennemis tout en évitant les pertes accidentelles parmi les enfants et les civils. Évidemment, ce genre de combat entre machines, ça apporte des choses très mauvaises puisqu'ils ont une capacité à buter tout le monde absolument incroyable. Mais d'un côté, ils sont tellement précis que voilà, ça va éviter les victimes collatérales, comme on dit un petit peu. Ces potentiels futurs robots tueurs auront probablement une gamme de capteurs plus avancés pour observer les champs de bataille, ce qui va leur permettre de naviguer à travers le brouillard de guerre. Ils augmenteront en vitesse et en efficacité sur le terrain, pourront fonctionner dans des environnements où les communications ne sont pas sécurisées et sauveront des vies en diminuant le besoin de soldats humains, tout en agissant comme moyen de dissuasion, car quand vous voyez un chien avec un bazooka sur le dos arriver vers vous, ça vous dissuade. Vous avez peur. Moi, je vois un clébard avec un bazooka dans le cul, j'ai peur. Évidemment, il y a des arguments similaires qui ont été avancés dans le passé pour d'autres armes aveugles, comme par exemple les mines terrestres, ou encore les armes à sous-munitions ou les armes nucléaires, qui ont finalement causé des centaines de milliers de victimes, avant d'être plus ou moins interdites avec des traités internationaux. Donc voilà, là on avance des arguments positifs pour certaines armes, mais en fait on va se rendre compte que c'est encore pire qu'avant. L'histoire se répète, c'est souvent ça. Mais là je vous parle des arguments qui avaient été avancés, et voilà, il y en a qui pensent ça, que ça va amener des choses bénéfiques pour la guerre. Du moins, ça va réduire l'atrocité de la guerre. On a vu dans l'histoire que non, c'est toujours pire. Chaque invention amène un truc horrible. Il y a des utopistes de la guerre, hein. Il y en a qui pensent qu'avec des nouvelles machines, il y aura moins de morts. Shall we put an end to the human race? Or shall mankind renounce war? Il y a certains qui aimeraient également aussi intégrer des robots autonomes dans des contextes tels que le contrôle des frontières ou le maintien de l'ordre, suscitant une nouvelle fois des préoccupations supplémentaires. En gros, vous auriez des espèces de CRS durant des manifestations qui sont en fait des robots qui viennent vous matraquer la gueule comme ça. Si vous sortez du chemin, normalement, demandez à la mairie. Il y a un problème de taille avec ces machines autonomes, c'est la communication, parce que du coup, il y a personne dedans. Donc forcément, il faut qu'elles communiquent pour avoir des informations, ou alors même si elles communiquent entre elles. Évidemment, ces communications, elles sont interceptables, piratables, ce que vous voulez. On sait avec l'avancée, par exemple, des ordinateurs quantiques, que certains cryptages, ils vont devenir rapidement obsolètes. C'est des cryptages qui permettent de rendre des communications secrète. Et donc, comment on va combler ce problème qui va être majeur, finalement, de communication? Est-ce que l'intelligence artificielle sera intégrée dans la machine, ou est-ce qu'elle sera dans un cloud? Et la machine tueur, le robot tueur, devra communiquer en permanence pour avoir, finalement, son cerveau, un cerveau déporté? Est-ce qu'on pourra reprendre le contrôle dessus? Vous voyez, il y a plein de problématiques qui se posent. Dans un robot tueur, si vous déportez son intelligence dans un cloud, le robot, il aura besoin de beaucoup moins d'énergie que si sa fonction de calcul, elle était intégrée à lui. Ça consomme énormément d'électricité et de devoir réfléchir finalement. Son cerveau, il serait dans un serveur à l'autre bout du monde et finalement, il communiquerait par satellite, ce qui est beaucoup moins énergivore. Vous voyez, il y a plein de problématiques comme ça. Vous avez par exemple en 2012 des chercheurs qui ont utilisé un faux signal GPS pour détourner la trajectoire d'un drone, prouvant ainsi les risques liés à la sécurité des systèmes sans pilote et autonomes. Dans un contexte où la cybersécurité et la cyberguerre suscitent des inquiétudes croissantes, un piratage sophistiqué pourrait permettre la prise de contrôle complète de ces systèmes et d'en faire absolument, évidemment, ce qu'on veut. Surtout la retourner contre ceux qui l'ont envoyé.
Le droit international humanitaire, il stipule clairement qu'il faut distinguer les soldats des civils. On appelle ça en fait le droit de distinction. C'est très important. Cependant, ces dernières décennies, des conflits ont souvent pris la forme de guerres civiles, où les forces gouvernementales affrontent des groupes non étatiques comme des terroristes, des guérilleros ou des insurgés. Ces combattants ennemis ne portent généralement pas d'uniforme militaire classique, ce qui rend difficile leur distinction par rapport aux civils. Et dans ce genre de conflit, les groupes non étatiques cherchent souvent à se fondre parmi la population civile pour obtenir des avantages tactiques. Et justement, face à ça, les soldats humains qui sont sur le terrain, ils ont déjà du mal à faire la distinction, des fois, entre un ennemi, un civil ou un ami. Alors imaginez une intelligence artificielle qui voit finalement un ennemi mais qui est un civil, ou alors un ennemi qui a déguisé un civil en méchant. C'est compliqué si le robot il est programmé pour tirer sur certains uniformes. L'introduction d'armes autonomes pourrait aggraver encore plus ce problème, cette situation. Une machine, elle serait chargée de décider si une personne est une cible en se basant uniquement sur des algorithmes, développés probablement en laboratoire éloigné du champ de bataille. Du coup, comment on fait pour programmer ce genre de robot tueur fait par rapport à l'apparence physique, par rapport à des vêtements? Comment le robot il peut décider qui va vivre, qui va mourir? C'est ça le problème. Si on fait par rapport aux vêtements, par exemple si vous avez un ennemi qui habille un civil en ennemi, le robot il va tirer, il va pas faire de distinction. Donc vous voyez, il y a plein de problématiques, encore une fois, qui sont très complexes. Ou alors faut arroser tout le monde et voilà, il y a plus de soucis. C'est pas convenable. Les grandes puissances ont longtemps rivalisé pour imposer leur domination sur le plan militaire. If we cannot create rules around making AI safe in life and death decisions. Le robot tueur ouvre de nouvelles voies vers la victoire. Être plus petit, plus rapide, plus furtif, plus mortel, et ainsi de suite. Tous ces arguments, c'est ça qui fait qu'on évolue vers ce genre de technologie. Des petits pays comme Israël, équipés de technologies avancées, se sont déjà lancés dans la course avec des robots militaires très sophistiqués, dont certains sont aussi petits que des mouches. Avec la certitude que les adversaires développeront également des armes autonomes, les nations ambitieuses se sentent obligées de se mettre à niveau. Vous avez évidemment une escalade de robots comme ça. De toute façon, ça fonctionne comme ça. On voit que l'ennemi, enfin du moins le collègue, le voisin, qu'on surveille un petit peu, commence à développer des armes un peu dangereuses, eh bien on va faire pareil. Course à l'armement, famoso. Et donc vers où cette course à l'armement autonome va nous mener? Les armes nucléaires représentent une menace existentielle. Elles sont maintenues sous contrôle et sont extrêmement compliquées à fabriquer. Donc si vous n'êtes pas un pays développé déjà, c'est mort. Si vous n'avez pas d'argent, c'est mort. Donc autant vous dire que c'est vraiment que pour des pays bien spécifiques. Cependant, les robots tueurs posent un défi complètement différent. La dissuasion, elle ne fonctionne pas car une première attaque surprise pourrait passer inaperçue. Les attaques avec des armes autonomes pourraient rapidement provoquer une escalade, potentiellement menant à une guerre nucléaire. Et le pire, c'est que cette première attaque de grande ampleur par des robots, elle pourrait ne pas être lancée par un État, mais comme on l'a vu précédemment, par exemple par des terroristes. On a vu la facilité avec laquelle on arrive à avoir ne serait-ce que des pièces, ou alors de l'intelligence artificielle qui est open source maintenant. Tout est possible. S'il y a un groupe qui est motivé, qui a de l'argent, il fait ce qu'il veut. Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées pour éviter cette catastrophe existentielle. L'une d'elles est la supervision humaine, où chaque décision mortelle est prise finalement par un humain. Et donc on chante comme ça le robot, et aucun robot n'a le droit de tirer quand il veut. Cependant, les avantages des armes autonomes résident justement dans leur vitesse et leur précision accrue, sans intervention humaine directe. Cette concession, elle pourrait être jugée inacceptable pour tout pays cherchant à remporter la course aux armements. Intégrer l'humain est également difficile à mettre en œuvre et facile à contourner. De plus, la fiabilité de l'intervention humaine, elle dépend largement de son caractère moral et de son jugement. Ce qui pose encore un autre problème. Globalement, il y en a qui ont proposé de tout arrêter, c'est-à-dire d'arrêter le développement de robots tueurs. Un truc incroyable, vous avez même le pape qui en janvier 2024 a parlé des armes autonomes, du problème que ça représentait. Si le pape se met à parler de fusils automatiques montés sur des tourelles, c'est qu'il y a un souci dans la matrice. Il a souligné que les systèmes d'armes autonomes, ils ne pouvaient jamais être considérés comme moralement responsables, que la capacité humaine unique de jugement moral et de prise de décision éthique va bien au-delà d'un ensemble complexe d'algorithmes, et elle ne peut pas être réduite à la programmation d'une machine aussi intelligente soit-elle. Et c'est pourquoi il est essentiel d'assurer une supervision humaine adéquate, significative et cohérente des systèmes d'armes. Même moi, je suis étonné que le pape ait parlé de ça, mais voilà, il l'a dit. Il y a un truc qui est hyper important aussi, c'est que le coût pour tuer, c'est cher avec un humain. Ça, on n'y pense pas souvent. Mais c'est-à-dire que de former quelqu'un, de l'envoyer sur le terrain, de le nourrir, tout ça, ça coûte du blé pour finalement quoi? Aller supprimer une cible. Et ben là, les machines autonomes, elles réduisent ce coût, et donc le coût pour tuer réduit grâce aux robots tueurs. Et quand vous êtes un petit peu dans le business des armes, de la finance, c'est intéressant. La fin de la guerre froide marqua le début du grand boom dans le commerce des armes. Le bazar était ouvert.
Historiquement, le sacrifice de sa vie pour une cause, comme le font par exemple les kamikazes, a toujours représenté un obstacle majeur pour beaucoup. Cependant, avec des assassins autonomes et robotisés, eh bien il n'y aura plus besoin de sacrifier une vie pour accomplir un meurtre. Un autre problème crucial, comme soulevé précédemment, est celui de la responsabilité claire. Savoir qui est responsable en cas d'erreur. C'est le fabricant, c'est celui qui dirige, c'est les combattants qui ont supervisé le robot, c'est le mec qui a allumé le robot, on sait pas. C'est un petit peu comme quand il y a une voiture, une Tesla là, qui va péter un câble et écraser tout le monde. C'est Elon Musk, c'est l'usine, c'est le mec qui a mis le boulon de travers, c'est le mec qui a mal codé le logiciel, c'est le gars qui est au volant, qui avait oublié sa claquette, j'en sais rien, sur la pédale. Et cette ambiguïté, elle pourrait potentiellement permettre aux agresseurs d'échapper aux accusations d'injustice ou de violation du droit international humanitaire, rendant la guerre accessible à un plus grand nombre d'acteurs. Un autre danger est que les armes autonomes pourraient cibler des individus en utilisant la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la démarche ou le suivi des signaux de téléphone. Cela pourrait non seulement faciliter l'assassinat ciblé d'une personne, mais également conduire au génocide d'un groupe entier. En 2023, la campagne Stop Killer Robots a organisé la première conférence sur la déshumanisation numérique. Vous avez 68 membres de cette campagne qui venaient de 29 pays différents qui se sont réunis à San José. Et la conférence, elle s'est concentrée principalement sur l'impact de la déshumanisation numérique et des dommages potentiels. Vous imaginez, il y a même des groupes déjà là qui commencent à se former parce que on sent qu'on se dirige vers le tout robotique. On va regarder un exemple concret, parce que c'est important de savoir pourquoi c'est important de laisser l'humain. Eh bien, durant la guerre froide, par exemple, vous avez un officier russe qui a joué un rôle crucial pour sauver, tout simplement, le monde. Vous avez déjà peut-être entendu cette histoire qui s'est passée le 26 septembre 1983. Vous avez le lieutenant-colonel Stanislav Petrov qui a pris la décision de ne pas tenir compte des signaux informatiques, l'avertissant d'une attaque imminente de missiles nucléaires américains. Le russe, là, il était dans son burlingue, et en fait, il a vu qu'il y avait, soi-disant, des missiles qui arrivaient sur la Russie. Il pouvait riposter directement, mais il s'est dit non, je vais pas le faire, c'est un peu bizarre. Et il l'a pas fait. Et heureusement, parce que c'était une erreur informatique. Et donc là, ça aurait été guerre nucléaire totale, fin du monde. Hein. Tout ça à cause d'un seul mec. Enfin, lui a sauvé la planète. Parce que si c'était un robot qui avait analysé le truc, le robot aurait rétorqué directement. Et donc il est crucial de garantir que les systèmes d'armes demeurent sous un contrôle humain significatif. Ça signifie que des décisions concernant la vie et la mort ne sont pas à laisser à des machines. L'importance de la prise de décision humaine dans les opérations militaires est aussi critique aujourd'hui qu'elle l'était durant la guerre froide, comme on l'a vu avec cet exemple. Bon, là, échappée belle, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. L'histoire est folle. Vous avez certains types d'armes autonomes qui traitent des données de manière extrêmement rapide. Ces systèmes, ils sont très complexes, imprévisibles et très rapides, et ils pourraient rendre les conflits armés rapidement incontrôlables, entraînant une instabilité régionale et mondiale. Les robots tueurs ne possèdent pas la capacité d'empathie ni la compréhension des nuances ou du contexte. L'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui limitée par son manque de bon sens et à sa capacité à raisonner dans des domaines différents. Souvent, une intelligence artificielle, elle est très spécialisée et elle fait une chose très bien. Peu importe à quel point un système d'armes autonome est entraîné, ses capacités limitées l'empêchent de saisir pleinement la conséquence de ses actions. En commentaire, dites-moi si on se dirige vers Terminator. Franchement, moi je pense qu'on se dirige vers un truc comme ça, mais vraiment. Je me dis parfois, mais les films qu'on fait, ces films de science-fiction, est-ce que c'est pas une projection de notre futur? Ou alors, est-ce que on s'inspire de ces films finalement pour créer notre réalité? Donc la question c'est, est-ce qu'on est des devins et on fabrique des films qui sont finalement notre futur? Ou alors ces films inspirent la réalité? Je pense que d'ici, admettons, 500 ans, il y aura plus que des robots qui se tireront dessus dans le désert, quoi, vous voyez? J'attends en commentaire également, donnez-moi votre vision des choses, je veux savoir ce que vous pensez de tout ça. Sujet passionnant, intéressant. Je vous propose d'aller voir cette vidéo en attendant. Je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, abonnez-vous. À très vite chez Toony. C'était Toony. Au revoir.